Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous aider à choisir la bonne technologie de batterie, pour comprendre un petit peu les différences entre AGM, gel et liquide, et qu'est-ce qui se cache réellement derrière les différents cycles, et pourquoi ces batteries sont-elles différentes entre elles et à quoi elles servent. Donc j'espère que ça va vous aider, parce que c'est quelque chose que je ne trouve pas sur Internet en général, c'est quelque chose que je n'avais pas moi-même, que je connaissais, mais que j'avais pas besoin de structurer de cette manière. Donc là, j'ai fait un gros travail pendant plusieurs semaines de recherche et de clarification et de pédagogie un petit peu pour essayer de voir comment vous expliquer au mieux les choses. C'est une vidéo longue, c'est une vidéo technique, mais j'espère qu'elle vous apportera les solutions que vous cherchez. Nous allons commencer par un rappel sur les valeurs techniques des batteries, les volts, les ampères, les ampères-heure, un petit peu l'explication de la charge de la décharge, et puis après nous allons passer sur la structure de la batterie et les différences qu'on a entre les électrolytes. Et on va voir que ça se complexifie au fil du temps. Et à la fin, on verra un ou deux exemples de choix de batterie ou de recherche technique sur les fiches techniques des batteries. Bon visionnage. Commençons par un élément de batterie. Nous allons travailler sur la batterie plomb. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec les autres technologies, on verra ça un peu à la fin. Chaque élément de batterie dispose de plaques et de grilles positives et négatives, d'un électrolyte dans lequel ces plaques baignent, qui permettent au courant de passer, et d'un séparateur qui assure réellement l'isolation entre ces plaques. Le premier élément de batterie, on va partir sur les batteries de 2 volts, c'est ce qu'il y a de plus courant en termes de amplons. Et puis ensuite, on va les assembler entre elles en série pour augmenter la tension. 6, 8, 10, 12. Après, on passe à 24, 36, 48 volts et ainsi de suite. On va rester sur la batterie 12 volts. Sur cette batterie, on va voir comment se procède une décharge. Donc là, on a les batteries complètement chargées. Et au fil de leur décharge, la tension des batteries va baisser. Et on voit que le courant reste constant puisqu'on opère une décharge à courant constant. Au bout d'un certain temps, les batteries sont complètement déchargées. Le courant s'arrête puisqu'on arrête de les décharger puisqu'on est en situation de décharge complète. Et la tension est basse. Le processus de charge est le processus inverse. On envoie du courant et la tension augmente petit à petit jusqu'à la charge complète. Alors, suivant les batteries, il y a des seuils de charge différents, il y a des modes de charge différents, mais là c'est vraiment pour simplifier. Pour l'exemple, on va considérer que la batterie a été chargée ou déchargée à 10 ampères. C'est-à-dire qu'on a consommé 10 ampères dessus, ou alors on a envoyé 10 ampères dessus. Arbitrairement, on va partir sur 2 heures de charge, ou de décharge. On considère que c'est la quantité d'énergie qui est entrée ou sortie de la batterie. Donc là, ici, c'est rentré. Cette quantité d'énergie, on la calcule en multipliant les 10 ampères par le nombre d'heures. Ça nous donne 20 ampères heure. C'est la capacité de la batterie. On dit alors que cette batterie est une batterie 12 volts, 20 ampères heure, C2. C'est-à-dire c'est une capacité qu'on a calculée sur une décharge de 2 heures. C'est un élément important. Lorsque cette batterie charge ou décharge, elle chauffe. Plus on va utiliser cette batterie rapidement, donc par exemple si on la décharge en 1 heure au lieu de 2 heures, on va perdre de l'énergie puisqu'une partie est partie en chaleur. Dans cet exemple, la batterie qui initialement pouvait faire 10 ampères pendant 2 heures ne pourra pas faire 20 ampères pendant 1 heure, mais 16 ampères. Elle a donc perdu de l'énergie en chaleur, au fur et à mesure qu'elle a déchargé fortement. On obtient alors plusieurs capacités pour une même batterie. Prenons un exemple. Une batterie de 12 volts 100 ampères en C20, c'est une batterie qui fait 100 ampères si elle s'est déchargée en 20 heures. Donc petit calcul rapide, c'est comme si on l'avait déchargée à 5 ampères. Cette même batterie, si on prend le temps de la décharger en 40 heures, elle va le moins chauffer. Elle va disposer de 125 ampères-heure. De même que si elle a été déchargée en 80 heures, elle aura 157 ampères-heure à l'intérieur, et en 120 heures, 180 ampères-heure. Le raisonnement est inverse aussi. Si on la décharge en 10 heures, donc 2 fois plus rapide, on n'a plus que 80 ampères-heure dans la batterie.
en 5 heures, on a 64 ampères-heure, ce qui permet d'établir une loi qui s'appelle le coefficient de Peukert, qui est habituellement de 1,25, mais dans les faits, avec les différentes évolutions des batteries, différentes caractéristiques, on va être entre 1,1 et 1,25, donc entre 10 et 20% de perte ou de gain, en fonction qu'on décharge rapidement ou lentement. Chaque batterie est un petit peu différente, mais ça suit à peu près ce coefficient-là. Parlons du cyclage. Par exemple, une batterie de 100 ampères-heure est capable de faire 1000 cycles à 80% de décharge. C'est vraiment un exemple, c'est quelque chose avec des chiffres ronds. Cette batterie a une capacité initiale de 100% et un objectif de cycle de 1000. Normalement, lorsqu'on affiche cela, c'est qu'on considère que, rendue à 1000 cycles, elle n'aura plus que 80% de sa capacité initiale. Donc elle aura une capacité finale de 80. C'est comme ça que les termes techniques le prévoient. Donc on va avoir une capacité qui va chuter de 100% à 80 au fil des cycles. Ce n'est pas nécessairement linéaire, mais là je simplifie. En règle générale, cette batterie, on la décharge, quand on dit qu'on la décharge à 80%, c'est-à-dire qu'on va laisser 20% à l'intérieur de cette batterie. Alors, rendu à ces 1000 cycles, la capacité réelle n'est plus que de 80% de la capacité initiale, et lorsqu'on la décharge de 80%, on n'a plus la même quantité d'énergie restante dans la batterie. Avant, nous avions 80 ampères-heure de consommables dans cette batterie, et à la fin, nous n'avions plus que 64 ampères-heure de consommables dans cette batterie, pour un fonctionnement totalement normal, et c'est ce qui est marqué sur les docs techniques. On peut donc observer qu'on a une perte d'énergie utilisable entre l'état initial et l'état considéré final. Donc dans le dimensionnement d'une batterie, il convient ici de surdimensionner de 56% pour pouvoir avoir toujours ces 80 ampères-heure de disponibles à la fin des 1000 cycles. Dans ce cadre-là, si on a pris cette marge de 56%, on sait qu'on dépassera les 1000 cycles dans les faits, mais tout en ayant une capacité qui baisse. Intéressons-nous maintenant à l'architecture d'une batterie. L'influence de l'épaisseur des plaques est importante dans l'architecture d'une batterie. C'est vraiment là-dessus que je veux m'appuyer. Les plaques, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes de démontage de batterie, peuvent changer d'épaisseur en fonction de leur type, et on va aller grossièrement de 1 mm à 10 mm d'épaisseur. L'influence de cette épaisseur fait que lorsque la plaque est fine, on a un courant plus fort qui peut la traverser, alors que la plaque épaisse, nous aurons un courant plus faible. Il y a ici un rapport de 1 à 10, tout comme il y a un rapport de 1 à 10 avec l'épaisseur. Voyons pour les cycles, le nombre de cycles que l'on peut faire avec la plaque. Plus la plaque va être épaisse, plus le nombre de cycles va être élevé, puisqu'elle va être capable de se dégrader plus longtemps, et donc atteindre plus de cycles. Alors qu'à contrario, avec 1 mm d'épaisseur, elle se dégrade plus vite et arrive plus vite à son point de rupture, et on est aux alentours de 150 cycles. On a ici aussi un rapport de 1 à 10. Concernant la durée de vie, cette durée de vie est liée notamment à l'épaisseur, mais pas seulement, mais en tout cas ici, on voit bien que lorsque l'on a 1 mm d'épaisseur, nous avons une durée de vie de l'ordre de 2 à 5 ans, alors que des plaques 10 fois plus grosses obtient une durée de vie non pas 10 fois plus grande, mais de 10 à 25 ans. On est quand même dans quelque chose qui est bien plus grand, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de mire. Pour simplifier avec un autre type de schéma, on va avoir d'un côté les batteries à plaques fines et de l'autre côté les batteries à plaques épaisses. Du côté des plaques fines, nous aurons un stockage, ici symbolisé par une flèche rouge, un stockage d'énergie qui est plus faible, puisqu'on a moins d'épaisseur de plomb. Nous aurons un courant instantané plus élevé, donc c'est la flèche bleue, et au final, on aura une batterie qui fera moins de cycles, qu'on pourra décharger moins profond, et sera moins grosse et moins chère. On est vraiment dans l'entrée de gamme de la batterie, où la batterie qui n'est pas faite pour durer. A contrario, sur les batteries à plaques épaisses, nous avons donc un stockage d'énergie qui est plus important, mais un courant instantané qui est plus faible, qui est plus difficile à restituer. On se retrouve avec une batterie qui va faire plus de cycles, qui va autoriser une profondeur de décharge plus grande, qui va être par conséquent plus grosse et aussi plus chère, puisqu'il y a plus de matière. Si on reprend ce schéma pour simplifier, en gardant uniquement le fait qu'elle soit grosse ou petite et qu'il y ait plus ou moins de stockage et plus ou moins de courant, on peut ajouter à cela le principe des électrolytes. L'électrolyte gélifié, que j'ai représenté avec une flèche vers le bas, et l'électrolyte liquide,
que j'ai représenté avec une flèche vers le haut. Bon, là j'ai vraiment simplifié, on verra dans le détail tout à l'heure. Eh bien, lorsqu'on on incorpore cette notion d'électrolyte, on voit que on décale un petit peu les avantages et les inconvénients en donnant plus d'avantages au gel qu'au liquide. Donc on va avoir une sorte de répartition en diagonale, parce qu'on verra tout à l'heure dans un tableau que ça se donnera un petit peu cette vision-là. Et on peut se dire que plus on a des plaques épaisses, plus on a de cycles de taille, de profondeur de décharge et qu'elle est chère, mais que aussi, plus on a une batterie gélifiée, plus on va aussi vers plus de cycles, plus de profondeur de décharge et quelque chose de plus cher. Donc on a quelque chose de à la fois descendant et qui va vers la droite, vers la qualité de la batterie. Il y a deux notions à assimiler en termes de problèmes que l'on peut rencontrer avec une batterie. Il y a la déformation des plaques. Donc on a vu que des plaques positives et négatives baignaient dans un électrolyte, qu'il soit liquide ou non. Dans le cas présent, c'est dans du liquide. À force de charge et de décharge, de courant électromagnétique, de force magnétique et de courant très très fort, de dégradation, on se retrouve avec des plaques qui vont avoir tendance à se déformer. D'abord parce qu'elles chauffent, elles deviennent plus malléables, et ensuite parce que les champs magnétiques tendent à les rapprocher ou les éloigner en fonction de la charge et de la décharge. Donc au final, on a des plaques qui se déforment, qui ne tiennent plus dans le temps, qui vont avoir peut-être des courts-circuits, des ruptures, et ça va créer une durée de vie plus courte. Les solutions à ce problème-là sont soit de passer par des plaques tubulaires, des plaques donc très épaisses et très rigides, soit passer par un électrolyte gélifié ou AGM. Voyons maintenant la stratification de l'électrolyte. Lorsqu'on est sur une batterie liquide, l'électrolyte en bleu, ici, est idéalement uniforme, donc avec une densité d'acide aux alentours de 1,24 g par millilitre, mais bon, la notion n'est pas importante, disons que c'est uniforme. Lorsque c'est uniforme, tout se passe bien, tout est bien réparti sur les plaques. Au fil de la charge et de la décharge, et au fil du temps, l'électrolyte a tendance à devenir moins homogène. On va avoir un électrolyte en bas de batterie plutôt acide, chargé en acide, dense, un électrolyte en haut de la batterie plutôt léger et faiblement porteur d'acide. Ce qui fait que la partie basse de la batterie va se dégrader, elle aura de bonnes performances mais elle va être dégradée très rapidement, et la partie haute de la batterie ne sera même pas utilisée, puisqu'il y aura très peu d'acide, donc très peu d'usage de batterie. On n'aura que le milieu de la batterie qui sera à peu près correct. Pour éviter cette stratification, on utilise deux solutions. Alors déjà, dans un usage normal de la batterie, la charge normale d'une batterie liquide permet de faire des bulles, de créer un mouvement de l'électrolyte naturel, mais on peut aussi périodiquement faire une charge d'égalisation qui force le mouvement de l'électrolyte pour régénérer un petit peu la batterie, rééquilibrer l'ensemble et recoller l'ensemble des particules de plomb là où elles ont besoin d'être. Si on ne souhaite pas faire cela, il y a une autre solution, c'est de passer par de l'AGM ou du gel. On a donc un électrolyte qui va être plutôt statique. Je vous l'explique un petit peu plus loin. Passons maintenant au choix des électrolytes. Pour les batteries au plomb, tous les électrolytes sont des substances conductrices contenant environ 30% d'acide sulfurique. C'est variable, mais c'est la base. Dans une batterie ouverte, qu'on appelle aussi fluid ou wet, ça veut dire humide ou liquide, l'électrolyte est liquide, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'eau déminéralisée plus de l'acide. Il y a des bouchons pour faire les niveaux et mesurer l'acidité, ce qu'on dit mesurer la densité d'acide, et l'entretien est nécessaire. Dans ces batteries-là, les avantages qu'on retrouve, c'est qu'elles sont réparables, qu'elles permettent des courants forts à froid, c'est ce qu'on appelle le CCA, on retrouvera cette valeur tout au long de la vidéo, le cold cracking ampère, donc c'est quelque chose qui est important notamment pour les batteries de démarrage, qui ont besoin d'un courant fort par moins 18 degrés ou par 0 degré, suivant le coefficient qu'on utilise dans ce paramètre. Elles supportent les surcharges et les surchauffes. En effet, lorsqu'on surcharge ou qu'on surchauffe, elles perdent du liquide. Ce n'est pas dommageable pour la batterie si on remet du liquide régulièrement. Dans les points négatifs, il y a un dégagement d'hydrogène, puisque le liquide se scinde en hydrogène et en oxygène. Donc c'est de l'eau qu'on perd, très peu d'acide. Il y a des projections d'acide, parce que par le bouchon, il peut y avoir, avec les bulles, un petit peu d'acide qui sort. Ça peut être dommageable pour les parois, pour les
les choses qui sont environnantes à la batterie. C'est une batterie qui n'aime pas le froid, d'une manière générale. Les plaques ne sont pas maintenues, puisqu'elles sont en suspension dans le liquide, plus ou moins maintenues, mais ce n'est pas maintenu de manière très forte. L'homogénéité de l'acide est variable, ça dépend de son usage et de son bon usage. Et il y a tout de même une forte autodécharge de 10 à 12% par mois pour ce type de batterie. Ce sont des batteries qui sont faites pour servir et non pas pour dormir. L'autre type de batterie qu'on peut voir, ce sont les batteries liquides scellées, donc sealed. C'est-à-dire que c'est du liquide à l'intérieur, mais elles sont fermées. Donc on a les mêmes performances et les mêmes caractéristiques que précédemment, sauf que, en plus, elles utilisent des bouchons munis de valves de surpression et de dispositifs de recombinaison de gaz. Ce sont des petits labyrinthes en plastique dans lesquels le gaz a le temps de se croiser et l'hydrogène a plus de chances de rencontrer l'oxygène. Donc hydrogène plus dioxygène égale eau. Dans ce cadre-là, on perd beaucoup moins d'eau et les batteries durent plus longtemps si on oublie de faire l'entretien ou si on n'a pas besoin de le faire ou si c'est impossible. Cette technologie est appelée VRLA. Parfois, une technologie similaire s'appelle MF ou SLA. SLA on retrouve chez Varta et MF, je crois que c'est une autre dénomination, mais c'est dans des langues différentes. Ça veut dire en anglais Valve Regulated Lead Acid. Donc c'est une valve qui régule la pression interne pour maintenir une petite pression et c'est fait pour les batteries acide plomb. Donc en France on utilise le terme SLA. La technologie VRLA. Alors quels sont ses avantages? Donc elle réduit la production de gaz, inévitablement, et la perte en eau, ainsi que les fuites, puisque c'est une valve qui est fermée sous pression. Elle augmente la durée de vie pour une batterie qui ne peut pas être remise en eau. Donc par exemple, une batterie de démarrage scellée, qu'on ne peut pas entretenir, eh bien, sa durée de vie est supérieure que si on avait oublié de l'entretenir. Les inconvénients maintenant, elle ne permet plus l'entretien ni le contrôle, donc si vous avez l'intention d'entretenir votre batterie, vous ne pouvez plus le faire sur cette technologie. Et elle impose une charge parfaitement régulée en fonction de la température, puisque si on ne régule pas en fonction de la température, on risque de surcharger la batterie à plusieurs moments de sa vie, de créer beaucoup de gaz. Comme il y a une valve de surpression, ça va finir par évacuer le gaz et ça va quand même perdre du liquide. Donc il faut s'imposer une charge plus douce sur ces batteries. Donc ça veut dire aussi plus de risque de sulfatation par non-homogénéité de l'électrolyte, disons. Elle va s'abîmer plus vite, mais elle va avoir de l'eau pendant plus longtemps. Donc c'est un choix d'avoir ce genre de technologie. La batterie AGM. Alors, l'électrolyte liquide est contenu à ce moment-là dans un buvard en fibre de verre. On appelle ça un buvard en borosilicate. Il est appelé Absorbed Glass Material. Donc c'est le nom anglais. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une électrolyte liquide, mais on évite qu'elle se déplace dans la batterie. Cette technologie est combinée au VRLA et n'est applicable que pour les batteries à plaque plane. Bien évidemment, les plaques d'une autre forme ne peuvent pas accueillir un buvard entre elles, donc on ne pourra pas faire d'AGM tubulaire par exemple. Les avantages de la batterie AGM, c'est qu'elles sont sans entretien et avec un faible taux de dégagement gazeux. Il y a un maintien de l'homogénéité de l'acide, puisque l'acide ne se déplace pas. Elle permet de mieux supporter le froid, puisqu'étant donné que l'acide ne tombe pas au fond, il n'y a plus de problème de résistance au gel, puisque la densité est bien maintenue partout. Elle permet de garder un courant de crête très fort, puisqu'on est quand même dans le cadre d'une batterie liquide, puisque c'est vraiment du liquide qui est maintenu dans de la fibre de verre, donc on peut quand même faire passer des courants très très forts à travers. Donc le CCA est élevé. Elle augmente le nombre de cycles et le taux de décharge, puisqu'on n'a plus cette dégradation de la batterie liquide en fin de vie et cette déformation des plaques, puisqu'elles sont bien maintenues avec des fibres de verre et c'est bien compressé. On peut aller plus loin dans l'usage de la batterie qu'on n'aurait fait qu'une batterie liquide ouverte standard. Mais ce sont les mêmes composants à l'intérieur. Il y a quelques alliages qui changent, on verra ça en fin de vidéo. Elle obtient une faible autodécharge de 1 à 3% par mois. Alors ça c'est un effet secondaire, mais c'est quand même quelque chose d'important. Elle résiste très bien au choc, tout est bien maintenu à l'intérieur et tout est bien compressé. Il n'y a rien qui se déplace quand on la secoue ou qu'on la tape. Et elle a un bon rendement faradique de 96 à 98%. Faradique, ça veut dire que la résistance interne de cette batterie est relativement faible. Et donc lorsque le courant passe à travers, elle chauffe peu, elle perd peu
d'énergie à ce moment-là. D'où sa capacité à avoir des courants forts. Ce n'est pas le rendement énergétique, c'est vraiment le rendement lié à la chaleur. Ses inconvénients, c'est qu'elle ne supporte pas la chaleur, parce que si elle chauffe, il va falloir faire attention à ne pas la surcharger, et il ne faut pas qu'elle se mette à bouillir ni à se dilater. Elle ne supporte que les surcharges ponctuelles, puisque si elle est surchargée, elle va créer des gaz, elle va perdre de l'électrolyte, et elle va s'abîmer très très vite. Elle peut perdre jusqu'à 30% de sa durée de vie avec 10 degrés au-dessus des 25 degrés standards. Donc si c'est ponctuel, ça va, c'est un petit peu de gaz, c'est rapide, mais si c'est prolongé, elle ne le supporte pas. Sa durée de vie est limitée parce qu'on a tendance à mettre un taux d'acidité un peu plus fort dans ces batteries pour avoir de bonnes performances. Le taux d'acidité étant fort, l'ensemble de la batterie va se dégrader plus vite, et donc au bout d'un certain temps, même si on ne se sert pas de la batterie est considérée comme non fonctionnelle au bout de par exemple une dizaine d'années. Voyons maintenant la batterie gel. Donc la batterie gel, son électrolyte est figé par l'addition de gel de silice, ce qu'on appelle silicate. C'est toujours de l'eau et de l'acide à la base, mais on l'a figé sous forme de gel. Cette technologie est combinée au VRLA et est applicable à tous les types de plaques. Donc on n'a plus de buvard entre les deux, donc on peut mettre ça sur n'importe quel type de plaque tant qu'on a assez de gel. Et bien évidemment, le VRLA permet de contrôler la pression interne et d'éviter l'évaporation de l'acide. Même s'il est gélifié, il peut arriver que ça s'évapore. Les avantages de la batterie gel, on a le maintien parfait de l'homogénéité de l'acide, comme la batterie AGM. On réduit l'autodécharge aux alentours de 1 à 3% par mois, comme l'AGM. On augmente le taux de décharge et le cyclage. Alors, on l'augmente par rapport à la batterie liquide, pas par rapport à la batterie AGM. Donc c'est vraiment par rapport à la batterie liquide. On a le même effet qu'avec l'AGM, mais pas dans les mêmes ordres de grandeur. Elle résiste bien au choc parce qu'elle est bien maintenue avec le gel et que les plaques sont bien compressées entre elles. Et tout ça, ça a un effet d'allongement de la durée de vie, puisque dans les batteries gel, on a un taux d'acidité un petit peu plus faible, on a quelque chose qui est un tout petit peu moins performant, mais qui dure plus longtemps. On peut avoir le même raisonnement sur les batteries liquides en baissant le taux d'acidité, mais là, l'objectif du gel est bien d'avoir une homogénéité de l'acide pour augmenter le taux de décharge. Les inconvénients, c'est que le courant de crête est limité à 200%, alors certaines batteries ont 300 ou 400%, donc ce sont des pourcentages de la capacité, donc une batterie de 100 Ah va faire 200 ampères de surcharge ponctuelle. Alors quand je dis bien sûr le CCA, je vous ai dit tout à l'heure que c'était lié à des conditions précises, donc c'est lié à une norme, c'est lié à une durée. Il peut tout de même y avoir des surcharges très très ponctuelles sur ces batteries, mais elles ne sont pas faites pour. La charge et la décharge sont censées être lentes, entre 5 et 10% de la capacité. On peut le dépasser ponctuellement ou dans une charge initiale ou dans d'autres circonstances, mais normalement, si on veut que sa batterie dure longtemps, il ne faut pas qu'elle chauffe de trop, il ne faut pas qu'elle s'abîme, il faut qu'elle ait le temps de charger, vu que c'est du gel, c'est pas facile à traverser pour les électrons, donc il faut maintenir une charge assez faible. Son rendement faradique va être assez mauvais, de 80 à 85%, parce que sa résistance interne est assez élevée. Vu qu'on a rajouté un composant gélifié dans l'électrolyte, on ralentit le courant. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un courant faible. Alors elle ne supporte pas bien le chaud, au-dessus de 30 degrés, exactement comme la batterie AGM, et ne supporte absolument pas les surcharges. Hors de question de créer des gaz avec cette batterie. On risque de cristalliser l'électrolyte, de créer un petit peu trop de courant d'air à l'intérieur du gel et de l'abîmer, de ne plus faire passer le courant. Comparons tout ça dans un tableau. Donc voici un tableau, d'abord en noir et blanc, et puis en couleur. Donc je vous ai fait un joli petit tableau comparatif des électrolytes. On voit en haut qu'on a la batterie ouverte, puis la batterie avec les valves VRLA. Pour ces batteries, nous avons les électrolytes liquides, l'AGM ou le gel, et nous avons sur le côté les différents éléments importants, le prix, la performance, la durée de vie, le rendement, la tenue au chaud, ainsi de suite. Les différentes appréciations à l'intérieur de ce tableau. Ce qu'on voit surtout dans ce tableau, c'est qu'il y a une nette coupure entre la partie liquide et la partie AGM et gel. Notamment, on est en opposition sur la tenue à chaud, la tenue à froid, la tenue à la surcharge. On est aussi assez clairement en opposition sur le nombre de cycles possibles et le taux de décharge. Sur l'autodécharge également, on passe de 10,12% à 1 à 3%. Sur le dégagement des gaz, sur les chocs, etc. Nous avons aussi un certain nombre de points faibles sur la batterie gel que l'on remarque ici en rouge. Donc les faibles performances liées à sa résistance interne, son prix qui est quand même assez élevé, son rendement qui n'est pas énorme, sa tenue au chaud qui n'est pas possible, courant faible,
courant faible, tenue à la surcharge mauvaise et réparabilité pas très bonne. Alors que pour les autres batteries, les points négatifs ne sont pas les mêmes. On est quand même sur un ensemble de batteries qui sont le jour et la nuit un peu chacune. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc on voit bien que sur la batterie liquide, elle ne tient pas vraiment au froid. Elle n'a pas de très très bon cycle. Elle a un taux de décharge qui est assez faible. Le taux de décharge, c'est le pourcentage de charge qu'on peut décharger de la batterie. Et elle a une forte autodécharge, beaucoup de gaz et résiste peu au choc, et ainsi de suite. Donc, on peut voir dans ce tableau l'objectif d'avoir un électrolyte liquide AGM ou gel. À quoi ça sert? Donc en l'occurrence, une batterie au gel ou AGM, on va l'utiliser par temps froid. On va les utiliser s'il y a besoin de renverser la batterie, s'il y a besoin de faire attention aux fuites, au gaz. On ne va pas nécessairement utiliser ces batteries-là pour des applications à risque avec des fortes températures, avec des forts courants, sauf certaines batteries AGM qui vont le supporter. Et on est quand même dans un cadre où les batteries sont très chères au niveau du gel. Donc à la limite, soit on n'a vraiment pas le choix de prendre du gel, soit on en prend des très très bonnes. Je vous laisse quelques secondes pour regarder un petit peu ce tableau. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Voilà, alors chaque usage a sa batterie, donc ça c'est un petit peu la conclusion du tableau précédent. Et si on combine le tableau des électrolytes avec les types de plaques, on a un nouveau tableau qui peut paraître compliqué, mais je l'ai simplifié en 12 cases, 12 types de batteries, et j'en ai encore supprimé 4 derrière. Donc dans ce tableau, ce qu'on voit, c'est que sur la gauche, on retrouve les liquides, la GM et le gel. Le fait qu'elle soit ouverte ou VRLA, donc on retrouve bien les électrolytes. Et en haut, nous avons les épaisseurs des plaques et leur type, ainsi que l'usage qu'on peut en faire. C'est un peu simplifié ici. À l'intérieur du tableau, il y a 4 impossibilités techniques. Il n'est pas possible de mettre du gel sur les batteries de démarrage puisque le courant sera trop faible. Il n'est pas possible de mettre de la GM sur les batteries tubulaires, on l'a vu précédemment. Et il n'y a aucun intérêt, et ce n'est d'ailleurs pas réalisé sauf exceptionnellement, à utiliser des batteries, des valves VRLA sur des batteries liquides qui utilisent des forts courants, comme les batteries de traction et les batteries tubulaires, puisqu'elles vont s'abîmer pour rien, quoi. La valve elle va empêcher le gaz de partir, mais on ne pourra pas refaire les niveaux, et sur ces batteries-là, ça n'a pas de sens, parce que leur but, c'est d'avoir beaucoup de cycles et de perdre de l'eau. Si on enlève tous les paramètres et qu'on les voit un par un, on constate que le pourcentage de décharge, alors c'est le pourcentage d'énergie qu'on peut retirer au maximum de la batterie. Donc c'est la quantité de décharge qu'on peut atteindre de la batterie. Parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais en règle générale c'est celui-ci. On remarque qu'il y a quand même un scindage assez net entre la partie plaque épaisse et plaque fine, à une ou deux exceptions près. Globalement, plus les batteries sont épaisses, plus on peut tirer sur la batterie et la décharger de manière profonde. Et globalement, plus on est en batterie AGM et gel, et plus aussi on peut décharger en profondeur. Alors pour info, je vous glisse une information, parce qu'on me pose souvent la question. Pourquoi on utilise une batterie par exemple de 100 Ah si on ne peut en décharger que 50? Eh bien parce que justement, les batteries qui ont un fort courant de décharge, elles utilisent cette réserve d'énergie pour le délivrer, ce courant. Si vous la déchargez trop, elle n'a plus de réserve d'énergie pour faire ce courant CCA. Donc on constate souvent que les batteries qui ont un fort courant de démarrage, notamment les batteries de démarrage, on ne peut pas réellement les décharger parce que ce n'est pas leur but. Si on compare maintenant le nombre de cycles, on voit que globalement tout ce qui est batterie à plaque fine et liquide ont très très peu de cycles de 150 à 200. On constate aussi qu'il n'y a pas d'écart entre le fait qu'elle soit ouverte ou AVRLA, et globalement il n'y en aura quasiment aucun dans ce tableau d'écart, mis à part peut-être le poids et le prix, puisque lorsqu'elles sont VRLA, elles ont juste plus de liquide dedans pour durer plus longtemps, et elles sont un peu plus chères. Mais sinon c'est les mêmes performances, ce sont les mêmes batteries. On constate que les batteries de droite tubulaires, qu'elles soient liquides ou au gel, sont à peu près similaires. On a quand même un fort écart avec les autres batteries, elles sont vraiment faites pour le cyclage. Et que globalement, si on veut y aller crescendo, voici la flèche que ça représenterait, dans quel ordre il faudrait aller pour avoir de plus en plus de cycles. C'est à peu près cohérent. Concernant le courant CCA, le courant de pic,
eh bien, on peut atteindre 1000%, donc 10 fois la capacité dans les batteries liquides, parfois plus, hein. Donc là, c'est un ordre de grandeur, une genre de moyenne. Pour l'AGM, parfois, on augmente un petit peu ce courant, puisque les batteries ne se déforment pas, donc on peut tirer encore un petit peu plus dessus. Et pour les batteries tubulaires, on est assez facilement limité à 100% de la capacité. C'est-à-dire qu'une batterie 100 Ah, on ne tirera pas plus que 100 A dessus, ça n'a pas de sens. Sinon, puisque on est sur de la batterie très épaisse qui va chauffer et qui n'a pas la possibilité de s'offrir ce courant. Donc c'est vraiment pas l'objectif de ces batteries. De la même manière que les batteries gel sont avec des courants très faibles. Il y a peut-être certaines batteries gel avec des conceptions très très fines qui peuvent augmenter ce courant de manière ponctuelle, mais globalement, elles ne sont pas faites pour. Voyons maintenant le courant de charge. Le courant de charge, c'est le courant moyen. Le courant maximum peut être un peu plus élevé. Le courant moyen qu'on va envoyer dans les batteries pour les recharger. Donc c'est souvent la puissance du chargeur ou du régulateur solaire ou les paramètres qu'on va rentrer dans un système de charge. On va essayer de respecter cette valeur le plus possible pour éviter que la batterie ne se charge trop vite et ne se dégrade. Il ne faut pas qu'elle surchauffe, il faut qu'elle évacue les choses au bon moment et qu'elle assimile l'énergie, parce que si on charge trop vite, eh ben on va croire qu'elle est chargée, mais elle n'aura pas eu le temps d'emmagasiner l'énergie. Donc elle a des limites, cette batterie. Donc globalement, les limites sont ainsi. On remarque que la batterie qui a la plus grande capacité de charge, c'est la batterie AGM à plaque fine, qui est à 25%, mais il faut bien se dire que c'est 4 heures 25%. Une charge en 4 heures, c'est relativement rapide, même sur une batterie lithium. Hein. C'est relativement rapide. Il y a très peu d'usages où on n'a que 4 heures pour la charger, la batterie, à condition qu'on l'ait déchargée complètement. Hein. Donc c'est 4 heures si elle est à 0%. Comme on la décharge souvent qu'à 80%, donc c'est de l'ordre de 3 heures. Donc même 25%, ça paraît pas beaucoup en courant, mais c'est rapide. De la même manière, pour ceux qui n'ont que 10% de charge, ça fait 10 heures de charge. Si on emploie ces batteries en autonomie, par exemple, 10 heures de charge, c'est même un peu rapide aussi. Hein. Donc il n'y a pas à s'inquiéter au niveau de ces pourcentages-là, c'est juste qu'il faut bien adapter le chargeur en conséquence, ou la batterie en conséquence du chargeur. Pour la durée de vie, donc ça c'est le point que je pense que tout le monde attend, c'est un peu fluctuant, oui, ça dépend de l'usage de la batterie et des petites différences qu'il y a entre les batteries, parce qu'il n'y a pas que ça comme caractéristique de batterie, on verra juste après. Globalement, il y a aussi la température qui joue un rôle important dans la durée de vie des batteries. On voit globalement que les batteries à plaque très fine sont rarement au-dessus de 6 ans de durée de vie. Donc vous pouvez à mon avis constater dans votre expérience que la plupart des batteries de démarrage, passé 5 ans, c'est assez exceptionnel. Ça peut faire 7 ans si elles ont eu un très bon usage, si elles n'ont pas servi souvent, mais en général 5 ans c'est leur durée de vie. Et les batteries tubulaires atteignent assez souvent 15 ou 20 ans de durée de vie, puisqu'elles sont faites pour, sauf si bien évidemment elles ont été utilisées en cyclage avec des cyclages forts, des cyclages réguliers, journaliers, et si on atteint le nombre de cycles avant d'atteindre la durée de vie, la durée de vie maximum, eh bien elles vont être mortes plus tôt. Donc c'est le cas des batteries de chariot élévateur notamment, qui souvent en 5 ans, on a utilisé les 2000 cycles de maximum des batteries. Donc c'est pour ça qu'on donne souvent ces deux paramètres, hein. Le paramètre de pourcentage de décharge, le paramètre de cycle. Mais si on utilise d'une manière moyenne, on obtient ce genre de durée de vie. Pour le prix, alors moi je vous ai fait un prix au kilowattheure. Alors c'est pas un prix au kilowattheure utile, hein, c'est le prix au kilowattheure stocké dans la batterie. Et après il faut y appliquer le pourcentage de décharge pour voir si on utilise tous ces kilowattheures. Mais il fallait pour moi que je les compare de la manière identique les unes après les autres. Donc j'ai utilisé le kilowattheure stocké. Donc on voit que les batteries de démarrage sont de l'ordre de 1 euro l'ampère-heure, en fait c'est un peu ça, hein, 90 euros pour le kilowattheure. Et la batterie gel tout en bas à droite est vraiment 4 fois, 5 fois plus, 490 euros par kilowattheure stocké. La batterie la plus chère, je crois, du marché. Moi j'ai tendance à conseiller la batterie donc tubulaire liquide qu'on peut entretenir, qui est dans les 290 euros par kilowattheure, et on peut constater qu'elle n'est pas si chère que ça par rapport notamment aux batteries AGM et gel qui sont parfois plus chères. Donc globalement, quand je conseille ces technologies-là, on est quand même sur un tarif qui n'est pas plus grand et qui a souvent des meilleures performances.
Concernant le poids, eh bien sans surprise, les batteries de démarrage ne sont pas très lourdes, puisqu'elles n'ont pas non plus, elles sont pas très épaisses, elles n'ont pas beaucoup d'eau à l'intérieur, elles sont souvent un peu compactes, elles ne sont pas faites pour stocker réellement l'énergie, donc elles sont un peu plus légères. Dès qu'on passe sur des batteries tubulaires avec des plaques très épaisses et beaucoup de liquide ou beaucoup de gel, on a une densité énergétique qui est moins bonne, puisqu'on est plus lourd pour moins de kilowattheures en fait, et on est sur quelque chose qui est difficilement déplaçable dans un véhicule si c'est un petit véhicule. Donc on est en règle générale plutôt sur quelque chose qui est à la maison. Revenons maintenant sur le tableau avec toutes les caractéristiques d'affiché, et je voudrais vous parler notamment d'un certain nombre de mots. Ici c'est le deep cycle, il y en a d'autres après. Ce sont souvent des termes qui sont employés pour définir les batteries, mais qui à mon sens ne sont pas justes, ou en tout cas souvent utilisés pour des termes commerciaux. Normalement on parle de batterie à plaque épaisse, ou batterie de traction. Le deep cycle, normalement, c'est la colonne qui est là, la troisième, puisque c'est celle qui a des plaques épaisses et qui est supposée supporter 80% de décharge. Mais dans les faits, je ne vois pas d'inconvénient à ce que la colonne d'après soit aussi qualifiée de deep cycle et la batterie AGM ici qualifiée de deep cycle. Pourquoi pas, pourquoi pas, puisqu'elle est capable de le faire. C'est souvent confondu avec un usage. Si on l'utilise en cyclage, la batterie, on peut utiliser n'importe quelle batterie en cyclage, mais bon, certaines ne vont faire que 100 cycles. Normalement, si la batterie est deep cycle, c'est qu'elle est faite pour le cyclage, donc on peut la décharger beaucoup et souvent. La batterie de servitude, historiquement, c'est la batterie dans la deuxième colonne, puisque c'est souvent une batterie qui est associée à une batterie de démarrage dans un véhicule, par exemple, ou dans un bateau. C'est-à-dire qu'elle est capable d'être chargée par un alternateur, elle a quand même les caractéristiques de démarrage, on peut aussi appeler ça une batterie mixte, puisqu'elle a de forts courants, elle peut livrer de forts courants, mais elle sert pour l'habitat, pour le micro-ondes, pour l'éclairage, pour quelque chose, pour la servitude, pour servir si vous voulez, et non pas pour démarrer. On dissocie les deux. Mais dans les faits, il n'y a pas de raison que les deux autres catégories de batteries ne puissent pas servir en servitude. C'est juste qu'elles sont plus grosses, plus épaisses et qu'elles donc avoir plus de fonctions possibles. La batterie solaire, alors 90% du temps, c'est cette batterie-là qu'on vous propose, la batterie ouverte à plaque fine, et on vous dit qu'elle est solaire. Souvent, on en rajoute pour dire qu'elle a des charges lentes. Je ne l'ai pas marqué là-dedans. Parce que des charges lentes, ça veut dire qu'on la décharge lentement, par exemple en 120 heures. On l'a vu au tout début de la vidéo, une batterie qui se décharge en 120 heures peut aussi se décharger en 1 heure, ou en 5 heures, ou en 10 heures. Donc décharge lente, c'est un terme commercial. C'est souvent associé au solaire, donc je ne garde que le terme solaire. Alors, on nous propose souvent cette batterie-là. Pourquoi? Parce que c'est la moins chère, en fait. C'est la moins chère du marché, on vous dit c'est celle-là qu'il faut mettre. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison particulière, puisque toutes les autres batteries, excepté les batteries de démarrage, peuvent être solaires. Il n'y a pas de raison. Du moment qu'elles sont bien dimensionnées, il n'y a pas de raison pour qu'elles ne soient pas solaires. Donc la batterie stationnaire, ça c'est encore un autre élément. Stationnaire, ça veut dire que ça reste un peu à résidence, elles ne bougent pas les batteries. Habituellement, les batteries stationnaires, ce sont les batteries à plaque épaisse. Donc on les utilise souvent pour faire du secours dans les onduleurs, dans les centres télécoms et dans d'autres endroits tels que des hôpitaux ou autres. On dit que ce sont des batteries qui restent un peu à résidence, qui sont stationnaires, on les maintient chargées. Mais en fait, le terme peut s'appliquer à presque toutes les batteries, à partir du moment où ce sont des batteries fixes. Du moment qu'au moment de les décharger, les caractéristiques de la batterie correspondent à ce qu'on cherchait à faire. Petite information, la batterie carbone, elle se trouve ici, en AGM fine. On va voir les additifs un peu plus loin. Globalement, elle est presque tout le temps ici. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas là. La batterie au calcium, elle est là, elle est en démarrage, parce qu'elle a amélioré le démarrage. En bleu, la nickel-fer, donc si on fait abstraction de que c'est un tableau pour le plomb, il est tout à fait transposable pour d'autres technologies. Ce qui me parlait de la batterie nickel-fer, c'est en fait une batterie tubulaire liquide ouverte, sauf qu'elle est pas acide mais basique, et c'est plutôt une potasse qu'un liquide. Mais globalement, c'est pas étonnant qu'elle dure longtemps, puisque c'est une tubulaire. Donc déjà, d'entrée de jeu, on est sur une vingtaine d'années de durée de vie. Et la nickel-fer a d'autres avantages et d'autres façons de faire, donc on voit bien où elle se positionne, il n'y a pas de surprise. Et la batterie lithium-ion se trouve dans la catégorie AGM à plaque épaisse, puisque la batterie lithium-ion est une batterie liquide. Oui, oui. Les autres technologies lithium-ion ou lithium ont tendance à être plutôt dans le gel, toujours dans les catégories plaques épaisses, même si les plaques ne sont pas si épaisses que ça. Là, je les ai classées là, parce que c'est plutôt là qu'elles se trouvent. Voyons maintenant les matériaux, les additifs ou les alliages d'une batterie. Globalement, les voici. On en a parlé pour certains au début.
Donc on a le plomb, c'est le composant principal, l'antimoine, le sélénium, le strontium, le calcium, le carbone, l'étain, le cuivre, le zinc, l'aluminium, l'arsenic et l'argent. Il y en a encore d'autres. Ce ne sont pas nécessairement des composants de la batterie, mais ce sont des éléments qu'on peut retrouver, en petite quantité ou pas, pour des raisons spécifiques. Voici les explications. Le plomb ou l'oxyde de plomb, c'est le composant principal de ces batteries plomb. Parfois, on a du plomb pur qui est utilisé pour les courants forts. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'oxyde de plomb, on a une plaque de plomb qui est très malléable. Et pour ce faire, comme c'est très mou, elle est réservée à l'AGM, et donc insérée avec de la fibre de verre. Elle est bien maintenue en place et elle a des performances assez élevées. On ajoute notamment du carbone dans ces batteries-là, mais ce n'est pas systématique. L'antimoine. Alors l'antimoine sert à renforcer la rigidité des grilles. Les grilles qui supportent les plaques, qui supportent les oxydes. Globalement, pour avoir des plaques rigides, on met de l'antimoine dedans. Ça donne de la longévité et du cyclage profond, c'est-à-dire que comme les plaques sont plutôt rigides, elles se déforment peu, et ça résiste pas mal à la corrosion. Donc tout ce qui est apport d'oxygène, tout ce qui est le fait qu'il y ait des bulles qui sortent, ça évite que les plaques rouillent à l'intérieur. Mais bon, la contrepartie, c'est qu'elle consomme de l'eau et crée de l'autodécharge, puisque comme on est dans le cadre souvent de batteries liquides, et qu'on a du coup cet antimoine qui permet de les rigidifier, ça a tendance à avoir l'effet inverse aussi, c'est ça évacue de l'eau et ça crée de l'autodécharge. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, j'ai déjà dit tout à l'heure. Le sélénium, alors le sélénium, ça sert à doper les plaques, donc doper, c'est-à-dire qu'on ajoute du sélénium dans la composition des plaques, qui permet de réduire l'antimoine à 2%, au lieu de 10 à peu près. Ça permet de rigidifier, parce que le sélénium est plutôt rigide, mais bon, après il faut avoir du sélénium, donc certaines batteries sont au sélénium, notamment des batteries tubulaires. Le fait d'avoir moins d'antimoine, ça donne des batteries qui ont peu de gaz et peu d'autodécharge, donc il est évident de trouver du sélénium dans les batteries fermées, VRLA. Ce n'est pas toujours marqué, mais souvent c'est le cas. Le strontium, alors c'est un antioxydant, il est mou, et il est souvent utilisé dans les batteries gel. Il ne peut pas être utilisé dans les batteries liquides en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup. Le calcium, alors le calcium, souvent on dit batterie au calcium, mais c'est utilisé à 0,1%, donc c'est vraiment pas grand chose. Uniquement dans les grilles, ça sert à réduire l'autodécharge, la dépense en eau et permet de mieux résister au froid. Donc c'est un peu la même chose que le sélénium. C'est adapté au courant fort, mais pas aux décharges profondes. Donc ça veut dire qu'on ne va pas l'utiliser sur des batteries qui font 80% de décharge. Ce qui est logique, c'est qu'on les retrouve dans les batteries de démarrage, qui ont un faible pourcentage de décharge. L'inconvénient, c'est que ça crée de l'oxydation, donc c'est réservé à des batteries AGM. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis le calcium sur une batterie AGM de démarrage. Le carbone, il est utilisé pour réduire la sulfatation, avoir une meilleure charge partielle, le biberonnage, c'est-à-dire quand on ne charge pas complètement sa batterie avant de commencer à la décharger. C'est quelque chose de fréquent, par exemple, en autonomie. Et il permet d'avoir plus de cycles. Son inconvénient, c'est qu'il réduit un petit peu la tension de la batterie. On a une tension qui est un petit peu plus faible. Parfois, ça peut réduire la capacité de kilowattheure utilisable, disons. C'est un inconvénient largement supportable. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de batteries carbone qui annoncent des performances importantes. L'étain, le cuivre et l'aluminium, vous vous en doutez sûrement, ça sert principalement à améliorer la conductivité et réduire la résistance interne des batteries, donc réduire les pertes. Ce sont des éléments qui sont un peu chers, qu'on retrouve principalement dans les batteries gel et AGM, puisque précisément, elles ont des problèmes de résistance interne, enfin surtout la batterie gel, et certaines grosses batteries tubulaires qu'on voudrait utiliser avec des meilleures performances. Le zinc permet d'augmenter le courant, mais crée une forte autodécharge. Donc lorsqu'on a une batterie qui est par exemple du gel, qu'on veut augmenter son courant maximum, on rajoute du zinc, certes on a augmenté le courant, mais en contrepartie on a augmenté la résistance interne et donc l'autodécharge. Parfois associé avec le mercure ou le manganèse. Oh bon, ça c'est... Il faut vraiment regarder dans les composants spécifiques des batteries, on n'a pas toujours l'information. L'arsenic apparaît sous forme de traces issues des mines. Alors bah oui, effectivement, pour aller chercher du plomb, il faut de l'arsenic. Donc l'idée c'est de le recycler ce plomb. Il sert à durcir le plomb, tout à fait. L'argent, il permet d'avoir une tolérance à une tension élevée. Il permet aussi, accessoirement, d'avoir une meilleure conductivité aussi. Mais ça permet d'éviter aux batteries de se détruire au-delà d'un certain seuil de tension.
Donc c'est plutôt le genre de choses qu'on va ajouter aux batteries gel et AGM pour renforcer leur tolérance. Et ça augmente en même temps le prix. Voilà. Prenons maintenant un exemple. Je suis en 12 volts. J'ai besoin d'une batterie qui stocke 5 kWh. 5 kWh utilisables, hein, et qui supporte des décharges de 2 kW instantanées. Donc ça, c'est mon besoin en tant que client. La batterie devra donc délivrer un courant de 167 ampères. Pour ça, j'ai fait 2000 divisé par 12, 166, donc 167 ampères instantanés. La batterie devra stocker au moins 417 ampères-heure. Donc j'ai fait 5000 Wh divisé par 12, ça m'a donné 416,66. Donc ça, ce sont les caractéristiques de ma batterie. Le courant de crête, la capacité minimum et sa tension. Toutes les batteries correspondent au courant de crête. Effectivement, tout le courant de crête est inférieur à la capacité minimum, donc on n'a pas de limite sur le choix de la batterie. On ne va pas être embêté par ce paramètre, puisque on a choisi de stocker pas mal d'énergie, 5 kWh quand même. Donc on aura une grosse batterie, donc le courant de crête il n'aura pas d'utilité. Ça serait utile si on avait choisi de stocker par exemple 1 kWh d'énergie, bah là on aurait peut-être été obligé de choisir parmi des batteries performantes en crête. Je suis libre de choisir ma batterie en fonction de ses cycles, de son poids et de son prix. Donc là c'est un cas où on fait un petit peu ce qu'on veut en fonction de notre budget. Là par exemple, je vais pouvoir m'orienter vers une batterie Deep Cycle gel. Alors Deep Cycle, une vraie Deep Cycle, c'est-à-dire qui va faire du cycle. Je vais y donner je peux prendre du gel puisque j'ai pas de courant crête important, vu que là, dans ce cadre-là, j'ai choisi d'avoir une batterie qui dure longtemps, qui est capable de faire beaucoup de cycles au cas où j'ai besoin de décharger complètement ces fameux 5 kWh, il faut qu'ils soient utilisables. Et donc, dans ce cadre-là, elle ferait a priori 750 cycles avec 80% de décharge. Donc, ce sont mes nouveaux paramètres de recherche de batterie. J'applique la fameuse marge de 56% qu'on a vue au tout début de la vidéo. Si on veut qu'à la fin de sa durée de vie de ces 750 cycles, je puisse toujours utiliser 5 kWh d'énergie. Cette marge inclut les 20% qu'on n'utilise pas dans la batterie et les quelques pourcents qu'on perd, les 20% donc qu'on perd avec la durée de vie. Donc on applique une marge de 56%, donc la formule elle est à côté, et on obtient une batterie 12 volts, 650 ampères-heure C20, d'une capacité de 7,8 kWh, soit un budget moyen de 1872 € et un poids de 210 kg. Donc là, c'est en utilisant mon tableau. Une fois qu'on va choisir la batterie, on aura peut-être des poids et des prix différents, mais il faut s'attendre à ce budget-là. Si ce budget-là ne nous plaît pas, on change de technologie de batterie, et on choisit autre chose, et on change de projet. On peut par exemple choisir du liquide pour voir si le poids est plus faible, si le budget est plus faible, ainsi de suite. Pourquoi je suis parti sur du C20 ? C'est parce que c'est la capacité la plus répandue sur ce type de batterie au niveau des performances. C'est-à-dire que très souvent, on va trouver des informations en C20 sur la batterie et que j'avais aussi un paramètre, c'est que 5 kWh, c'était ma consommation probable en une journée. Probable. Donc il faut quand même qu'elle puisse le faire. Et puis si j'avais choisi C120, en fait la batterie serait plus petite. Voilà pour ces explications techniques. Vous pouvez maintenant aller voir différentes fiches techniques de batterie, vous renseigner un petit peu sur les tarifs, sur les technologies. Vous aurez peut-être un peu plus d'éléments pour comprendre et choisir votre propre batterie. Alors c'est vrai que c'est orienté sur tout plomb, mais la logique peut s'appliquer aussi à d'autres technologies, comme j'avais mis à la fin du tableau. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Et autrement, si vous avez des questions sur le dimensionnement et sur tout un tas d'autres choses, il va y avoir d'ici 2 jours à peu près, enfin d'ici quelques jours, il y aura un lien dans la description, un live sur la chaîne Énergie d'ici avec David, un live avec moi et David, et vous, très certainement. Vous pourrez donc participer et poser vos questions, on essaiera d'y répondre, et puis on verra aussi des éléments techniques et tout un tas de petites choses que j'ai pas pu aborder dans la vidéo parce que c'était pas réellement le but ici. Alors je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre vos questions, à la limite mettez-les dans les commentaires si vous voulez, je pourrais aborder un certain nombre de choses lors du live. Voilà, au revoir.